Yves Crozet, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous voir ici à l'agence d'urbanisme. Vous suivez les travaux de mobilité depuis un certain temps et ça vous donne une certaine hauteur de vue. Merci. Voilà, c'est l'ancienneté, le recul. Vous avez vu les travaux universitaires de Cédric Fandiot et de Charlotte Lyotard, repérés par Bruno Balbo pour les partenaires. Voilà, ils rentrent à leur façon sur des questions d'équité, de répartition des dessertes. Quelle est votre réaction à ce nouveau champ de recherche sur la question des coûts de mobilité, à l'aune un petit peu de l'équité sociale et des visions peut-être moins traditionnelles? Alors vous avez raison de parler de nouveaux champs de recherche, parce que pendant des années, les transports collectifs n'étaient pas abordés sous l'angle de l'équité. Sous l'angle de la mobilité inclusive pour les personnes les plus modestes ou les plus pauvres. Les transports collectifs étaient d'abord faits pour massifier des flux dans des zones où la demande potentielle de déplacement était importante, où il était impossible de répondre à cette demande par la marche à pied ou le vélo, ou par la voiture particulière, compte tenu de ses coûts externes, et du fait qu'elle occupe beaucoup d'espace. Et donc il s'agissait de créer des réseaux performants qui pouvaient transporter en heure de pointe un maximum de personnes. Et donc là où il y avait de la demande entre des lieux de résidence et des lieux de travail. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte progressivement, ce que disent les deux doctorants que vous citez, que ces systèmes de transport collectif pouvaient laisser sur le bord de la route des personnes qui avaient de grosses difficultés à y accéder pour des raisons financières, pour des raisons de maîtrise de la complexité du système, ou tout simplement pour des questions de localisation résidentielle. Donc ça veut dire que vous encouragez ces nouveaux travaux. Pour autant, on a peut-être envie d'avoir votre regard chapeau, entre guillemets, qui nous amène à penser les coûts des mobilités du point de vue de la justice sociale et des mobilités décarbonées à destination d'un public de techniciens qui lui aussi a convoqué des paradigmes peut-être un peu plus classiques. Comment on fait là dans cette période de transition pour... Alors, on a deux choses différentes. On a une question qui est celle de l'équité sociale. Et cette question ne peut pas être abordée avec les mêmes outils que ceux qu'on utilisait pour construire un système de transport collectif. Quand on décide par exemple de construire le système de tramway à Lyon, à la fin des années 90, la question de l'équité sociale elle est posée. Mais elle est posée sous l'angle collectif. C'est-à-dire qu'il y aura une négociation, un marchandage entre la mairie de Lyon et les mairies des zones périphériques, Saint-Priest, Mézieux, qui vont dire très bien, nous on veut bien contribuer au financement du réseau de tramway, parce que c'est le réseau de la métropole, mais on veut que ce réseau aille chez nous, desserve nos habitants. Et donc on a un arbitrage social qui se fait, mais qui se fait sur le mode collectif. On veut desservir Bron, on veut desservir Mézieux, on veut desservir maintenant les Maguettes en tramway. Et il faut bien différencier cela de la question individuelle, c'est-à-dire que malgré la présence de ce réseau qui dessert des quartiers, disons, populaires, on a dans ces quartiers ou dans d'autres des personnes qui vont avoir une difficulté à accéder. Par exemple, acheter un abonnement mensuel. Acheter un abonnement mensuel, c'est compliqué parce qu'il faut sortir l'argent. Et si on s'est aperçu dans des différents travaux de recherche au laboratoire que des personnes avec des faibles ressources achetaient les tickets à l'unité. Et donc elles perdaient beaucoup parce qu'au total elles payaient plus que l'abonnement. Et donc il faut arriver à penser à ce moment-là une politique publique qui n'est pas essentiellement orientée sur le transport collectif, mais qui est orientée sur l'aide à des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ont des problèmes d'inclusivité et d'accès à la mobilité. Oui, donc si j'entends bien votre propos, c'est que c'est tout à fait conciliable. Tout à fait, oui, tout à fait. J'allais dire, on ajoute un outil supplémentaire à la palette des outils de la politique publique. Je vais prendre un exemple simple, les vélos. Les vélos en libre service. C'est quelque chose qui est apparu à Lyon, avant Paris d'ailleurs. Au début, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et c'est vrai que ça coûte cher. Un vélo en libre service, c'est 3 000 € par an de subvention de la collectivité. Mais aujourd'hui, un vélo en libre service, c'est l'outil indispensable de la palette des services qui sont fournis dans une métropole moderne. Vous avez des vélos, vous avez des trams, vous avez des bus, vous avez des métros, des trains, etc. Eh bien, c'est la même chose. Cette politique publique de mobilité, de même qu'elle offre une palette de services en tout genre,
elle doit avoir une autre palette en disant quelles sont les populations qui passent entre les mailles du filet de ma politique, et sur ces populations-là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais pouvoir mettre en place des abonnements particuliers? Est-ce que je peux aider à mettre en place des services de transport à la demande? Voir si on intègre ça maintenant dans les zones à faible émission, est-ce qu'il va falloir aider un certain nombre de populations qui ne peuvent pas changer de voiture et qui ont des voitures critère 4 ou critère 5 à pouvoir circuler quand même au moins une partie de l'année. Et donc on voit très bien que on a élargi la palette de l'action des politiques publiques et on l'a élargi avec cette logique de la mobilité inclusive. Donc ça, c'est dans le cadre d'un existant. Voilà, donc on apporte aussi une amplitude à la façon de réfléchir, parfois des correctifs, sur le fait de créer de nouveaux équipements. Est-ce que la question de l'équité sociale, de la décarbonation peut être prise autrement à la source? Là, cette fois-ci, est-ce qu'il y a des raisonnements Alors, la question est difficile parce que créer des nouveaux équipements, on en a parlé par exemple récemment avec les services express régionaux métropolitains, les fameux RER. L'appellation a été erronée parce qu'on n'aura jamais le service du RER. On aura des trains qui seront un peu plus fréquents, des trains qui auront une plus grande amplitude de service, plus tôt le matin, plus tard le soir. On ne va pas créer beaucoup de lignes ferroviaires nouvelles. D'abord parce que ça coûte très cher et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc le système actuel de transport collectif dans la région lyonnaise va évoluer à la marge. On va peut-être faire une nouvelle ligne de tramway ici, peut-être une nouvelle ligne vers l'ouest lyonnais, mais on ne va pas investir des milliards voilà, parce que tout simplement la population va se stabiliser. Donc l'idée importante, c'est de se dire attention, avec tous ces milliards qu'on a mis, et peut-être qu'on va mettre, il y a des choses qui nous échappent. Donc si vous regardez avec un appareil photo l'agglomération lyonnaise, vous vous apercevez que à l'intérieur de Lyon-Villeurbanne, 50% des distances sont parcourues en transport collectif. C'est un grand succès. 25% à pied et en vélo, 25% en voiture. C'est un succès énorme. C'est la ville de France qui a le plus réduit le poids de la voiture individuelle depuis une quinzaine d'années. Donc c'est un très bon exemple. Mais si vous changez la focale et que vous regardez plus largement, vous vous apercevez que des milliers, des centaines de milliers de personnes depuis 20 ou 30 ans sont allées habiter dans les périphéries, sont allées habiter dans la plaine de l'Ain, sont allées habiter dans les montagnes du Lyonnais, les montagnes du Beaujolais, et que ces personnes-là, elles se déplacent à 90% en voiture particulière. Autrement dit, la mobilité a filé entre les doigts des autorités organisatrices qui ont pensé des systèmes de transport en commun bien faits, mais la mobilité pour un individu, c'est le triptyque localisation, activité, déplacement. Et des personnes peuvent préférer être localisées relativement loin de leur lieu de travail, parce que c'est là qu'il y a les grands-parents pour s'occuper des enfants, qu'il y a la nounou, qu'il y a le club de sport, ou peut-être que le conjoint de celui qui habite là, lui, il travaille de l'autre côté. Et donc, à partir de là, quand vous regardez les cartes, vous vous apercevez qu'il y a une diffusion de l'habitat extrêmement large autour de toutes les grandes villes, que ce soit, ou même des moyennes comme Orléans, des grandes comme Lyon, comme Toulouse, comme Bordeaux, et que là, la mobilité a échappé entre les doigts des politiques publiques, et que ces politiques publiques vont devoir se saisir de cela, mais ils ne pourront plus le faire en disant « Ah, on va mettre des tramways partout », parce que c'est pas possible. On va mettre des trains partout. C'est pas possible parce que les origines et les destinations des personnes sont très différentes. C'est pas tout le monde qui vient travailler à la Part-Dieu. C'est je vais travailler à Faisin ou je vais travailler au nord de Lyon. Et donc, c'est la route et sans doute la voiture qui va rester l'élément dominant du système de mobilité. Et donc, l'étape prochaine des politiques de mobilité, ça va être de s'occuper d'une question qu'ils ne savent pas vraiment traiter, parce qu'on sait très bien traiter les bus, les tramways, les trains, traiter la route, qui est en plus propriété des départements et des communes, alors que sur cette route, il va falloir partager la voirie, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le centre de Lyon et qui continue à se passer, on parle de l'axe nord-sud, où on va réduire la voirie pour les automobiles, et bien ça, c'est ce qui va se passer demain dans les routes départementales et communales. Dans les petites communes maintenant, dans la mienne par exemple, puisque je suis maire, on a mis des trottoirs, voilà, on met des ralentisseurs, et il va falloir mettre des voies réservées aux bus, sans doute des voies réservées aux vélos, peut-être au covoiturage. Et donc la politique des mobilités dans les 20 prochaines années, c'est pas d'abord la décarbonation qui est un vrai problème.
Bien sûr, la décarbonation, elle va se faire, mais elle va se faire essentiellement par l'électrification du parc. Ce qui va être fondamental, c'est de dire comment je vais expliquer à ces personnes qui sont de plus en plus nombreuses à vivre dans les périphéries et qui vont continuer à utiliser leur voiture, que la voiture sera d'une façon ou d'une autre contrainte. Pas aussi fortement que dans les villes, mais elle sera d'une façon ou d'une autre contrainte. Et pour comprendre ce qui va se passer, il faut se reporter à Genève. Quand vous allez à Genève, vous voyez que c'est une ville qui a fortement limité l'accès à la voiture, réduisant la voirie, mettant des voies réservées pour les bus, mettant des prix de parking extrêmement élevés, ou simplement en interdisant le parking sur le lieu de travail. Et donc, autour de Genève, s'est organisé un système ferroviaire, s'est organisé un système de transport public en bus, s'est organisé du covoiturage. Beaucoup de Français y vont aussi en moto, voilà, parce que pour l'instant, c'est pas encore réglementé. Et donc, ils ont réussi à organiser un très bon système de transport collectif. Néanmoins, les 100 000 résidents français qui vont chaque journée, travailler à Genève, et je précise que le télétravail n'est pas possible, parce que si vous êtes salarié à Genève et que vous télétravaillez en France, la sécurité sociale demande à l'entreprise suisse de payer les charges sociales en France, et pas en Suisse. Et donc à ce moment-là, vous vous apercevez que ces personnes qui prennent le train à Bron-Chablais par exemple, ou à Annemasse, ou ces personnes qui font du covoiturage à partir de la douane de Villegy-Fontenay, ces personnes-là, elles sont venues en voiture. Et donc vous avez le déplacement en voiture qui est devenu quelque chose d'indispensable et qui est un élément de la chaîne de déplacement. Donc les politiques publiques vont devoir, dans les années qui viennent, s'occuper de ce qu'elles ont oublié jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ce déplacement en voiture avant la logique de massification des flux? Donc pour vous, et merci Monsieur Crozet de ces très belles hypothèses, c'est bien que vous encouragez nos travaux, mais pour vous, l'approche renouvelée des coûts de mobilité, si j'ai bien compris, c'est bien penser le continuum, penser les interfaces et être en capacité d'aller rééquilibrer un certain nombre d'espaces au motif d'arriver de son domicile à son travail. Voilà, et puis si on raisonne en termes de coûts, n'oublions pas qu'avec la voiture électrique, le coût de fonctionnement de la voiture électrique, c'est-à-dire si vous rechargez à domicile, avec les prix de l'électricité actuels, c'est 4 fois moins cher que de se déplacer avec une voiture essence. Donc aujourd'hui vous avez une Clio ou quelque chose comme ça, une 308 essence, ça vous coûte à peu près 10 à 11 centimes d'essence du kilomètre. Si vous achetez une voiture électrique et que vous rechargez uniquement à domicile, ça va vous coûter 2 à 3 centimes d'électricité du kilomètre. Donc ce à quoi il faut s'attendre avec l'électrification du parc, c'est ce qu'on vient d'observer en Norvège, c'est en fait l'augmentation de la taille du parc automobile, parce qu'on garde souvent la vieille voiture et on a la voiture électrique, et en plus, ceux qui ont des voitures électriques, qui pour l'instant sont plutôt les plus riches, ont tendance à rouler plus. Et donc la question de l'augmentation de la pression automobile sur les routes dans les 10 prochaines années est à poser en parallèle avec l'électrification. Ça, c'est un scoop.